Notre plateforme Expression citoyenne est honorée cette fin d'après-midi d'échanger avec un média tenu par des jeunes compatriotes qui font montre de professionnalisme et d'engagement patriotique et citoyen. C'est pour nous un honneur de toujours échanger avec vous et veuillez trouver par ces modestes mots nos encouragements dans la démarche qui est la vôtre à rendre publique l'information et surtout amener les uns et les autres à se prononcer citoyennement sur les questions d'actualité. Merci à Empreinte Média, merci à votre responsable, merci à vos professionnalisme et nous vous disons félicitations. Sur la question qui nous a été posée, nous voulons rappeler que depuis les événements du 30 août, notre pays est dans une situation d'intermédiation, c'est-à-dire que nous sommes dans une période de transition. Et une transition donne lieu de facto à des sanctions du point de vue de la communauté internationale. Parce que les règles du droit international, c'est que tout pouvoir doit être dévolu par des mécanismes démocratiques, c'est-à-dire par les élections. Donc lorsque vous accédez au pouvoir sans élection, c'est un mécanisme extra-constitutionnel. Et donc du fait du coup de la libération du 30 août, le Gabon a été sanctionné par les organismes tels que la CAC, la CEMAC, l'Union africaine et l'ONU. Et tout de suite, après avoir prêté serment, le président de la transition a estimé qu'il est temps que le Gabon mène une offensive d'explication auprès de ces organismes-là pour expliquer le cas gabonais, qui a été un coup d'État différent des autres coups d'État qu'on a vus dans l'univers des pays d'Afrique francophone. Et c'est donc avec un engagement républicain que nos autorités sont allées auprès de la CAC et de l'Union africaine expliquer le cas gabonais, ce cas qui a fait en sorte que le coup d'État ne soit pas rejeté par la population, mais au contraire a donné lieu à des liesses populaires, a donné lieu à un adoubement populaire. Et c'est ainsi que la CAC a progressivement rétabli le Gabon dans ses droits en termes de coopération et en termes d'influence diplomatique. Et aujourd'hui, ces mesures ou ces sanctions sont progressivement en train d'être levées et c'est de bon augure pour notre pays. Aujourd'hui, nous avons le sentiment que le Gabon est de retour sur la scène publique internationale, notamment avec une diplomatie agressive, dans le bon sens du terme, de notre président de la transition. J'ai cité le général Brice Clotaire Oligui Nguema. Et Malabo est devenu pour nous un axe stratégique en termes de diplomatie, non seulement bilatérale, mais aussi multilatérale. Parce que le président Biangema Mbazoro est aujourd'hui président en exercice de la CEMAC. Et donc ce sommet a donné lieu une fois de plus à nos autorités de pouvoir parvenir à consolider notre positionnement concurrentiel dans ce qui est aujourd'hui qualifié de course au leadership diplomatique. Et nous, en tant que citoyens gabonais, nous saluons cette démarche, nous apprécions ces bonnes relations entre le Gabon et la Guinée équatoriale et nous en sommes fiers parce que c'est cela la transition, c'est de redonner aux Gabonais la fierté d'être Gabonais, mais surtout de donner aux Gabonais la dignité de vivre dans un Gabon qui compte désormais sur la scène régionale et internationale. Le conflit territorial sur la souveraineté réclamée par les deux pays par rapport à l'île Mbanié n'est en réalité pas un conflit entre le Gabon et la Guinée équatoriale. C'est en réalité un conflit de ce qu'a été la colonisation. C'est-à-dire c'est en réalité un conflit hérité de la colonisation, notamment sur la question des limitations des frontières. Et donc c'est malheureusement un travers de ce qu'est la colonisation, notamment que l'île Mbanié, du moins cette zone, a vu une délimitation qui s'est faite à deux niveaux et chaque partie
notamment le Gabon et la Guinée équatoriale, comprennent bien que cet héritage colonial aujourd'hui pose problème et il faut régulariser cette problématique-là. Et vous voyez que le fait que les deux pays soient allés à la CPI, pas la CPI, à l'ONU pour traiter de ces différends a permis que nous comprenions qu'il ne s'agit pas d'antagonisme frontal entre ces deux pays, parce que ailleurs, ces questions sont traitées autrement que par la voie diplomatique. Donc le fait d'avoir choisi la voie diplomatique, c'est déjà un gage de ce que les deux autorités, les deux pays veulent que ce problème soit réglé pacifiquement, parce qu'il est question de sauvegarder les bonnes relations diplomatiques qui existent entre le Gabon et la Guinée équatoriale. Notamment qu'il y a une communauté culturelle des peuples entre les peuples du Guinée équatoriale et les peuples du Gabon, et une communauté historique entre ces pays frères et le Gabon. Donc ce n'est pas un travers de l'héritage colonial qui va venir mettre en mal ces liens de bonne amitié, ces liens de bonne fraternité et ces liens de bonne coopération qui existent entre ces deux pays. Nous pensons que la Constitution aujourd'hui est rendue publique, mais avant, nous aurions aimé saluer la transparence qui a caractérisé ce processus d'élaboration de la Constitution depuis la convocation du dialogue national inclusif et la mise en place du comité constitutionnel, mais surtout de la mise en place de la Constitution. Toutes ces étapes ont permis aux Gabonais de s'exprimer d'abord par le principe de la démocratie représentative à travers les 600 commissaires qui ont été au dialogue d'Angoundjé, à travers les parlementaires qui ont constitué l'Assemblée constituante. Mais aujourd'hui, il est question de sortir de cette démocratie représentative pour aller vers la démocratie participative qui est d'essence directe, c'est-à-dire de consulter directement la population sur la possibilité ou non de valider ce projet constitutionnel qui a été adopté récemment en Conseil des ministres. Et un autre fait, c'est que nous avons remarqué au cours de ce processus que le chef de l'État est dans une posture vraiment de garant de la stabilité nationale, de la stabilité républicaine et de la stabilité des institutions. Parce que l'esprit qui est sorti d'Angoundjé a donné lieu à des résolutions plus tranchées. Alors que le comité constitutionnel, qui était composé d'experts, qui avait l'obligation ou qui avait la mission de formaliser les recommandations du dialogue d'Angoundjé, a essayé pas de diluer, mais a essayé de formaliser, a essayé de rendre digeste les recommandations qui ont été très tranchées et exacerbées du dialogue national inclusif d'Angoundjé. Et malgré que le comité constitutionnel a essayé de rendre tout ça digeste, les populations, une certaine classe de l'élite nationale a toujours trouvé que ces recommandations, du moins la première mouture, c'est-à-dire l'avant-projet constitutionnel qui a été présenté, donnait encore lieu à des recommandations qui ont donné l'impression d'une constitution très rigide, notamment avec l'article 53 qui a fait beaucoup de débat. Et à travers cet article-là, il y a eu une levée de bouclier. Plusieurs Gabonais se sont exprimés pour dire que cet article était discriminatoire et que cet article pouvait mettre en mal la cohésion sociale. Des arguments que forcément nous n'avons pas partagés parce que nous estimons que la fonction présidentielle est éminemment une fonction sélective et que une fonction aussi sélective ne pouvait donner lieu à des principes aussi sélectifs. Et donc, nous, à Expression citoyenne, on a estimé que cet article 53 pouvait rester en l'état. Mais le chef de l'État, en dernier ressort, dans le cas des arbitrages, a estimé qu'il fallait procéder à ce qui fait l'ADN de notre vie publique, de notre vie démocratique, c'est-à-dire la démocratie consensuelle. Dans ce consensus-là, il a fait des concessions. Et les concessions nous ont amené aujourd'hui à l'assouplissement de cet article 53
qui est devenu l'article 43. Et aujourd'hui, notamment la question de la filiation, alors que l'article 53 de l'avant-projet stipulait que ne pouvaient être éligibles à l'élection présidentielle que les Gabonais qui justifiaient d'une filiation sur 2 générations. C'est-à-dire qu'il fallait être Gabonais, né de père et de mère Gabonais, eux-mêmes nés Gabonais. Donc c'est une filiation sur 2 générations. Et la nouvelle écriture de l'article 43 nous dit qu'il faut au moins avoir un parent gabonais, né lui-même gabonais. Ça veut dire que la question des binationaux a été tranchée sur le fait que l'État a estimé que si un Gabonais va en mission ou va apprendre à l'étranger et ramène femme, les enfants qui naissent de cette union ne doivent pas payer le fait qu'à un moment de son histoire, ce Gabonais s'est retrouvé à l'étranger ou a connu une femme ou un homme étranger avec lequel ou avec laquelle il a eu des enfants. Donc aujourd'hui, ces Gabonais-là qui sont de père ou de mère gabonais et de père ou de mère étrangers sont aujourd'hui acceptés à concourir à l'élection présidentielle. Je pense que ça rassure tout le monde, ça apaise tout le monde. Et bien que, étant d'accord avec le principe de départ, nous estimons que cette posture que certains Gabonais aujourd'hui voient comme un affaiblissement n'en est pas un. Mais c'est davantage l'idée du consensus républicain qui veut que le plus grand nombre se retrouve dans la loi fondamentale qui est la loi de tout le monde. Et aujourd'hui, nous ne pouvons que saluer cette dextérité managériale des plus hautes autorités à penser que une constitution ne doit pas être formatée sur les contextes sociopolitiques qui ont bien pu avoir lieu hier aujourd'hui. Parce que les Gabonais qui ont été engongés ont durci ces critères d'éligibilité par rapport aux précédents qu'on a vu dans notre pays où les Gabonais devenus ont quand même laissé un très mauvais souvenir dans l'idée que lorsqu'ils ont été mis aux responsabilités, ils n'ont pas forcément agi dans l'intérêt supérieur de la nation gabonaise. Et donc, le président a estimé que oui, c'est vrai, c'est un fait, mais la Constitution doit être futuriste, la Constitution doit avoir en elle la propension de penser des plaies, mais surtout de proposer dans la sérénité une perspective meilleure. Je pense que ce qui a salué dans cette Constitution, c'est, je le dis, la propension à apaiser l'opinion, la propension à ne pas faire en sorte qu'il y ait un camp qui se réclame vainqueur ou un camp qui se réclame floué. Il ne doit pas y avoir dans cette démarche d'adoption de la Constitution un camp qui se dit vainqueur et un autre qui se dit floué. Il doit y avoir que les Gabonais qui ont le profond attachement à leur cadre normatif, c'est-à-dire à leur Constitution. Et donc, par exemple, je me suis amusé à lire un article dans l'avant-projet. Il était dit que le président de la République est le détenteur exclusif du pouvoir exécutif. Dans la version finale, le mot exclusif a été retiré. Désormais, c'est le président de la République est le détenteur du pouvoir exécutif. Ça veut dire que dans la conscience collective, les gens qui ont fait les amendements n'ont pas voulu donner l'impression que cette exclusivité-là soit perçue comme une vocation du chef de l'État à concentrer tous les pouvoirs. Parce que dès lors qu'on parle d'exclusivité, cela peut susciter interprétation. Donc le fait d'avoir laissé comme ça, c'est aussi pour aérer la compréhension des uns et des autres, notamment ceux qui ont des positions tranchées. Mais les pouvoirs ont été séparés. Vous savez, on nous a dit que cette constitution est de type régime présidentiel. Dans ce régime présidentiel, on observe une séparation rigide des pouvoirs entre l'exécutif, le législatif et le judiciaire. Et cette séparation rigide du pouvoir, nous l'héritons de la philosophie de Montesquieu, qui a théorisé sur la séparation des pouvoirs et bien d'autres plus tard. Et donc aujourd'hui, effectivement, je peux vous rassurer qu'il y a bel et bien dans cette constitution la séparation des pouvoirs. Parce que c'est quoi séparer les pouvoirs? Séparer les pouvoirs, c'est en réalité permettre d'avoir des contrepoids
dans la gestion ou dans l'exercice du pouvoir. Ça veut dire qu'aujourd'hui, l'exécutif a des contrepoids à travers le Parlement, l'exécutif aussi a des contrepoids à travers le judiciaire. C'est ça, c'est par contre le pouvoir. Par exemple, dans la posture d'un régime présidentiel, le chef de l'État n'a pas prérogative à dissoudre le Parlement. Donc déjà, il faut que doctrinalement les choses soient claires. Ce régime n'est pas présidentiel. Il est un régime hybride qui se rapproche davantage, à notre point de vue, du régime semi-présidentiel. Pourquoi? Parce que dans un régime semi-présidentiel, le chef de l'État a le pouvoir de dissoudre le Parlement. Et dans ces conditions-là, il existe bien une disposition qui permet au chef d'État de dissoudre le Parlement. Mais mieux, et c'est en cela qu'il y a cette originalité et ce régime gabonais, c'est que le Parlement aussi a la possibilité de destituer ou de mettre en accusation le chef de l'État. Aujourd'hui, ça veut dire qu'un chef de l'État en fonction a un contrepoids, c'est le Parlement. Si d'aventure il se rend coupable d'un certain nombre d'éléments jugés contre l'intérêt général de la République, le Parlement peut mettre en accusation le chef de l'État. C'est une procédure qui inaugure le principe de destitution des présidents de la République. Je pense qu'il n'y a pas mieux contrepoids que cela. Ça veut dire que les uns et les autres, c'est-à-dire l'exécutif et le législatif, sont obligés de travailler mutuellement et en toute harmonie pour l'intérêt de la nation, parce que chacun a la propension de porter atteinte à l'intégrité de l'autre camp, c'est-à-dire de l'autre pouvoir. Et aujourd'hui, ce n'est que de bon augure. Même sur la question du pouvoir judiciaire, on voit qu'il y a eu une réforme sur le choix ou la désignation des membres de la Cour constitutionnelle. Vous savez que notre pays a souvent été en situation de crise du fait de la fausse suspicion des citoyens à l'égard de la Cour constitutionnelle, dont on qualifiait de tour de Pise. Or, la tour de Pise était nourrie par l'idée que les membres de la Cour constitutionnelle étaient choisis par trois entités. Le président de la République en nommait trois, le président du Sénat en nommait trois, le président de l'Assemblée nationale en nommait trois. Or, dans le régime ancien, le PDG ayant toujours été majoritaire, que ce soit à l'Assemblée nationale, que ce soit au Sénat, donc le président de l'Assemblée nationale et du Sénat n'était rien d'autre que le collaborateur du président de la République. Et donc c'est sûr que les propositions de nomination qu'il était amené à formuler ne pouvaient pas aller à l'encontre de la volonté du chef de l'État. Aujourd'hui, on a le chef de l'État qui toujours a maintenu le principe de nommer trois juges constitutionnels. Le Parlement en nomme trois, c'est-à-dire deux à l'Assemblée nationale, un au Sénat. Et le corps judiciaire, c'est-à-dire le Conseil de la magistrature, aussi en nomme trois. Donc, c'est quand même une sorte d'équilibre. Mais mieux, la plus grande réforme, c'est que le président de la Cour constitutionnelle n'est plus nommé par le chef de l'État. Il est désormais élu par ses pairs. C'est-à-dire que les 9 juges constitutionnels font une plénière et choisissent parmi eux qui d'entre eux sera président de la Cour constitutionnelle. Ça veut dire quand même qu'il y a quand même là une sorte d'indépendance entre la Cour constitutionnelle et le chef de l'État. Mais ne soyons pas trop idéalistes aussi lorsque nous réfléchissons, lorsque nous percevons ces choses-là. Aux États-Unis, par exemple, les juges constitutionnels sont nommés par le président de la République. Mais cela n'altère pas l'intégrité de ces juges qui ont mandat de servir loyalement la République. Donc, ce sur quoi on doit davantage reposer notre inquiétude, c'est sur le respect des serments, sur le respect des mandats. Quel que soit ce qui t'a désigné, lorsque vous avez un mandat, ce mandat s'accompagne d'un serment. Et ce serment-là, vous devez le respecter. Voilà le changement de mentalité que nous voulons. Voilà la restauration de mentalité que nous souhaitons. Voilà la restauration des institutions qui est appelée par les Gabonais. C'est le respect des mandats et le respect des serments que nous prononçons. Donc, voilà un peu les éléments que nous avons jugés comme étant les éléments plausibles d'une séparation de pouvoir. C'est vrai que les gens vont dire qu'il a été maintenu le régime exécutif monocéphale. Oui, c'est vrai, parce que le Premier ministre
a disparu. Mais lorsqu'on voit la configuration actuelle de la Constitution, le Premier ministre a disparu, c'est vrai, mais dans les prérogatives du vice-président du gouvernement, on retrouve là un Premier ministre. Sauf qu'il n'est plus chef du gouvernement, mais c'est lui qui coordonne l'action gouvernementale. Donc on n'aura pas un président de la République omniprésent dans le sens que les gens veulent caricaturer le fait d'avoir supprimé la fonction de Premier ministre. Donc pour nous, nous pensons que c'est une constitution qui est, de notre point de vue, adaptée au contexte gabonais, adaptée à nos attentes, mais surtout qui satisfait un peu la demande citoyenne qui était celle d'avoir une constitution qui nous permette enfin de sortir des sentiers battus. Je pense que les gens qui tiennent cet argumentaire font un benchmark avec les grandes démocraties occidentales. Aujourd'hui, j'ai écouté l'argument de la standardisation des mandats, qui aujourd'hui généralement donne une tendance qui va de 4 à 5 ans. Mais quels sont les pays qui ont des mandats de 4 à 5 ans généralement? C'est les grands pays développés, des pays qui n'ont plus les problèmes de famine, qui n'ont plus les problèmes de routes et autres. Et même les pays africains qui ont un mandat de 5 ans. Est-ce qu'on est parti faire un sondage auprès de ces populations? Est-ce que ces populations vraiment nous ont dit être totalement en accord avec l'idée qu'un chef d'État fasse que 5 ans? Je pense que cette question relève un peu des contextes endogènes de chaque pays. Et le Gabon est un pays en chantier, est un pays en rebâtir, parce que nous devons sortir de dogmes de pays riches et peuple pauvre. Et pour sortir de ce dogme-là, il faut mettre le pays au travail. L'élément sur lequel nous, Espérance citoyenne, nous saluons cette constitution est fondamentalement la délimitation des mandats à 2. Parce que dans les pays où on a des mandats de 5 ans, les chefs de l'État ont une tendance à vouloir briguer un 3e mandat. Citons les exemples au Sénégal. Les 2 derniers chefs d'État du Sénégal ont voulu s'accouter au pouvoir. Maître Abdoulaye Wade, il y a eu des émeutes à Dakar. Il y a eu des morts pour qu'Abdoulaye Wade accepte de céder l'idée de ne pas briguer un 3e mandat. Son successeur, qui a vu les Sénégalais mourir du fait de l'entêtement de Maître Abdoulaye Wade, c'est-à-dire Macky Sall, a reproduit la même chose. Nous tous avons connu la crise qui a émaillé ce pays parce que Macky Sall avait été tenté par les sirènes d'un 3e mandat. En Côte d'Ivoire, le président Ouattara est en train de finir son 3e mandat. Aujourd'hui, on ne sait même pas s'il en fera un 4e, puisqu'aujourd'hui, il n'y a pas une communication claire sur l'idée qu'il partirait ou pas. Donc aujourd'hui, ce qui doit nous importer, c'est que le chef de l'État a donné au peuple un cadeau républicain. C'est-à-dire que sans revendication, sans remous, sans une contestation violente ou exacerbée, il a dit que pour que le pays fonctionne, parce que le principe d'une démocratie, c'est l'alternance au pouvoir. Et donc, pour que le pays fonctionne bien, chacun doit venir faire sa partition et repartir. Aujourd'hui, la partition, c'est de faire un mandat au trop 2, ça fait 14 ans en plus. En 14 ans, on est à même de montrer l'étendue de notre attachement à développer notre pays. Donc, ce que nous devons retenir, c'est plutôt de consolider l'idée que la disposition d'un mandat et un au plus doit être rigidement encadré pour ne pas que celui qui pourrait venir après la transition soit tenté de le modifier. Parce qu'aujourd'hui, on a la chance d'avoir un chef d'État qui vous dit « je ne suis pas accroché au pouvoir ». La boulimie du pouvoir, ce n'est pas mon logiciel. La preuve, alors que certains de ses collaborateurs ont voulu payer une constitution à sa mesure, il a recadré tout le monde en disant que je n'ai pas besoin d'une constitution taillée à ma mesure. Faites des choses pour l'intérêt des Gabonais. Mais ça, c'est sa mentalité. Mais la constitution est censée régir le Gabon sur une longue période. On ne sait pas celui qui viendra après lui, quelle est sa mentalité, quel est son rapport au pouvoir. Donc, nous devons nous battre pour verrouiller cette disposition de ne pas
donner à un chef d'État la facilité de changer les choses et revenir à ce que aujourd'hui certains pays ont connu et qui a entraîné des conflits fratricides, des conflits armés dans ces pays-là. Et donc nous pensons que ce qui est important de retenir, c'est bien entendu le fait d'avoir érigé un mandat plus un. Cette campagne va aller aussi toucher les indécis. Les gens qui estiment qu'a priori, on n'est pas pour le non, a priori, on n'est pas aussi pour le oui. Nous demandons qu'à être convaincus du vote du oui ou du vote du non. Et donc nous, qui avons la charge de promouvoir le oui, nous allons vers ces indécis pour leur dire, nous vous invitons à voter pour le oui. Parce que le oui est un oui de cohérence qui aujourd'hui nous donne tous les éléments plausibles de progrès dans cette nouvelle loi constitutionnelle. Donc les délais ne sont pas courts, puisque dès lors que la Constitution a été rendue publique, nous sommes déjà dans la phase de la campagne, parce que dans la phase de la sensibilisation, dans la phase d'explication. Et les 10 jours vont juste permettre à l'administration de consolider la campagne de sensibilisation et aux différentes sensibilités citoyennes ou politiques de promouvoir qui les non, qui le oui. Notre plateforme est une plateforme citoyenne et nous avons salué le coup de la libération parce qu'il a inauguré une nouvelle manière de faire politique chez nous. Désormais, notre logiciel politique nous a amenés à sortir de tutorat politique. Il n'y a plus de tutelle politique. Nous sommes de plein pied dans ce qu'on appelle la démocratie directe et participative. Et donc, notre véhicule, Expression citoyenne, va aller à la rencontre des Gabonais pour présenter en conviction pourquoi nous appelons à voter pour le oui. Aujourd'hui, notre plateforme est implantée dans l'estuaire, dans le Goué maritime et dans le Wellington. Donc, nous irons avec nos équipes dans l'estuaire, notamment au premier arrondissement de Libreville. Nous irons dans le Goué maritime et nous irons aussi dans le Wellington promouvoir auprès de nos membres et de l'ensemble des compatriotes le vote du oui. Nous pensons que la transition se passe à merveille. Il n'y a pas de perfection, mais sur l'échelle de 100%, nous estimons que la transition se passe bien à 90%. Cette transition est à saluer. Aujourd'hui, elle fait école du fait de deux principes, notamment l'inclusivité et l'apaisement. Et nous pensons que les Gabonais doivent donner toutes les chances à la transition d'aller au bout de sa dynamique de restauration. Que les leaders politiques qui, depuis quelques semaines, se sont constitués en pourfendeurs de la transition et de l'avant-projet constitutionnel comprennent et l'honnêteté intellectuelle, morale et historique de dire que c'est pourquoi nous nous sommes levés hier à subir une amélioration favorable. Et donc nous n'avons plus d'éléments de contestation. Si la Constitution demeure, ça veut dire que cette Constitution est nourrie par d'autres agendas. Si c'est pour la Constitution, aujourd'hui, il n'y a pas de raison, parce qu'on a un certain nombre d'acteurs qui fondamentalement récusent la Constitution sur la base de l'article 53. Aujourd'hui, cet article a été réaménagé favorablement. Donc, ils n'ont plus d'éléments de contester la Constitution. Ça veut dire qu'ils sont donc dans une posture qui est autre que celle de favoriser l'émergence d'une bonne Constitution. Ça veut dire qu'ils ont d'autres agendas. Les agendas politiques doivent être mis en veilleuse au moment de la transition.